Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le nouvel épisode des Antoine vous fait découvrir. Ce sera l'épisode 2. Il devait avoir un épisode la semaine dernière et je m'en excuse. Du coup j'ai pas pu le faire pour plusieurs raisons. Bon, déjà avec les fêtes ça m'a pris un peu de retard et de la fatigue notamment. Je me suis rendu compte après pendant le montage que lorsque je l'ai enregistré, je l'avais enregistré très tôt le matin. J'avais profité en fait du jour férié pour pouvoir l'enregistrer et j'avais vraiment une mine affreuse. J'étais vraiment une tête de fatigué comme pas possible. Donc voilà, j'avais préféré du coup abandonner cet épisode là. Je vais vous redonner quand même certaines BD que j'ai gardées pour de la semaine dernière pour ce vrai nouveau épisode. Il y avait quelques BD qui devaient être présentes dans l'épisode qui a été supprimé on va dire et qui ne seront plus présentes dans celle-ci, mais vous allez les retrouver dans un épisode un peu spécial que je vais vous en parler tout de suite. En fait tout simplement je me suis rendu compte que voilà, je lis beaucoup de BD pour pouvoir vous proposer les Antoine vous fait découvrir, et bien sûr il y a des BD que du coup je mets de côté, que je vais pas certainement pas les utiliser pour des épisodes de Antoine vous fait découvrir. Donc j'ai décidé de reprendre un peu l'idée de base que je faisais avant, c'est-à-dire plein de petites vidéos de 2 à 3 minutes sur ces différentes BD que je lis quotidiennement, sauf que là on va faire vraiment un gros pack. Donc vous allez avoir les Antoine vous fait découvrir, qui sont des vidéos généralement de 15-10 minutes. Bon là ce sera peut-être un peu plus long parce que je vous fais une grosse intro pour vous expliquer un peu ce qui va arriver, et il y aura les vidéos un peu raw, donc plus brutes, où vraiment je vais passer mon temps à vous parler du coup de toutes mes lectures que j'ai eu dans la semaine, voilà, mes avis et mon ressenti à travers ces différentes BD. Donc il n'y aura pas de montage, ce sera vraiment plus brut, vraiment comme je faisais avant sur Instagram, et ce sera vraiment un gros paquet. Donc voilà, en fonction du nombre de lectures que j'ai fait, ce sera plus ou moins long. Donc ces vidéos là, vu qu'elles sont moins travaillées, moins professionnelles, je ne vais pas les mettre directement sur la page Facebook de Pirates du Silence. Elles seront directement sur ma page Facebook personnelle, donc si vous les retrouverez, elles seront là-dessus. Et je vais essayer de voir si ceux-là au moins je peux les mettre sur Instagram, parce que les Antoine vous fait découvrir sont censés être aussi sur Instagram, mais j'ai des gros problèmes. Je n'arrive pas à remettre les vidéos que j'ai préparées sur mon PC sur mon téléphone. Donc voilà, il y a des soucis là-dessus. J'essaie de trouver une solution. J'ai testé iTunes, Banshee et une autre application, iCar for Phone pour ceux qui connaissent, et j'ai toujours pas trouvé le moyen de le réinstaller sur mon téléphone pour pouvoir le mettre sur Instagram. C'est vraiment chiant. En tout cas, au pire, si vous avez une solution pour moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, ils pourront apparaître aussi sur Instagram, et ils vont apparaître aussi ces vidéos-là sur mon YouTube. Je mettrai certainement le lien soit dans la publication ou directement en commentaire. Donc voilà, je vous laisse checker ça. Nous, on va se lancer du coup dans cet nouvel épisode des Antoine vous fait découvrir édition 2. A tout de suite. Mais j'allais oublier aussi, voici les timers pour les petits malins qui aimeraient sauter quelques BD, qui sont pas intéressés par les mangas ou les comics ou les BD franco-belges et qui voudraient aller directement sur une BD qui les intéresse. Alors cette fois-ci je vais pas mettre le titre, comme ça je vous laisse un peu de surprise tout au long de la vidéo, mais encore une fois je vous conseille de regarder toute la vidéo. Vous allez peut-être découvrir une pépite, je vais peut-être vous donner envie de lire un type de BD qui de base vous intéresse peut-être pas, donc je vous conseille de regarder toute la vidéo. Alors pour débuter ce nouvel épisode, on va commencer directement côté manga avec Alma, donc qui est un manga de Shinji Mito qui est assez nouveau on va dire dans la scène mangaka. Il a commencé en 2015 où il a déjà gagné un premier prix pour la 4e saison d'un magazine qui s'appelle Afternoon, si je dis pas de bêtises, et ensuite il avait travaillé sur un one shot qui s'appelle Allegro, qui n'existe pas malheureusement en France, et non plus d'ailleurs l'autre œuvre qu'il avait fait en 2016. C'était une histoire qu'il avait imaginée du nom de Dekai no Murai, si je dis pas de bêtises. Amazing. Every word of what you just said was wrong. Donc c'est vraiment son premier manga, et il faut dire que comme premier vrai manga avec vraiment une histoire qu'il a lui-même imaginée, il tape très très fort. Donc l'histoire de Alma, qu'est-ce que c'est exactement? On va suivre en fait un jeune garçon du nom de Ray qui vit avec une jeune fille du nom de Triss, et ils vivent tout seuls dans un monde post-apocalyptique. Ce sera un côté un peu science-fiction aussi d'ailleurs, où ce jeune Ray du coup décide de tous les jours en fait essayer d'avancer un petit peu plus de voyage initiatique. Il s'avance un peu dans cette Russie très froide qui fait penser d'ailleurs au jeu Metro, pour ceux qui connaissent, surtout Metro Exodus d'ailleurs. Et donc du coup voilà, il va partir en voyage, il va essayer de découvrir d'autres survivants, sauf que bien sûr à chaque fois qu'il y a une nuit qui approche, tout simplement il retourne chez lui et il raconte ses histoires à Triss, qui elle reste dans leur enclos où ils vivent, où ils essayent de survivre tout simplement même. Donc voilà, il ramène un peu ses histoires à raconter, et un jour lorsqu'il l'espère et qu'il raconte ses histoires à Triss, et qu'il éprouve vraiment le sentiment de devoir retrouver d'autres survivants humains, d'autres personnes qui pourraient le sauver tout simplement, parce que voilà, il se sent très seul.
avec Triss, il va faire la rencontre en fait de toute une armada de sortes d'humains mais semi-mécaniques, semi-robots, des humanoïdes un peu spéciales qui arrivent tout d'un coup comme ça dès le début du manga et leur annoncent voilà, cette zone va être détruite. C'est pour ça que nous on s'en va, on se dirige je sais plus vers le nord ou le sud, mais voilà, on s'en va. Et du coup il faut que vous partiez aussi, enfin je vous conseille de partir tout simplement. Donc Rei et Triss se voient dans l'obligation de partir. En plus voilà, il va arriver un événement qui va faire que ça va les forcer à s'en aller, et s'ensuit du coup l'aventure tout simplement de Rei, où on va découvrir son univers, enfin l'univers dans quel univers ils vivent. Est-ce qu'il y a d'autres survivants? Il va faire la rencontre bien sûr de ces humanoïdes qui veulent éliminer les humains, et en eux vont parler de l'Alma, ou en tout cas on va voir apparaître dans leurs yeux marqué Alma. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui c'est ou ce que c'est. Il y a vraiment toutes les questions qui sont posées et tout le mystère qui est posé là-dessus. C'est tout l'intérêt tout simplement du manga, hein. C'est cette aventure qui est à la fois un petit peu philosophique, en tout cas très poétique. Il y a beaucoup de références à un bouquin notamment. J'ai plus le nom en tête, je suis vraiment désolé. Mais voilà, il y a des références à des bouquins, à des musiques. Donc c'est vraiment une série de science-fiction très poétique qui est vachement cool, qui est en 4 tomes, j'ai oublié de le préciser, et qui marche super bien en 4 tomes. C'est ça qui est impressionnant, parce que pour un auteur qui lance son premier manga, faire un manga court parfois c'est très compliqué. Enfin très court, dans le sens où 4 tomes vraiment dans les séries de manga, je trouve que c'est très court. Et ça peut pas super bien marcher, dans le sens où il a vraiment bien concis son histoire pour que ça fasse 4 tomes et que ça valait pas plus ou ça valait pas moins. Ou ça peut juste finir en eau de boudin et faire des raccourcis scénaristiques qui pourraient tout foirer. Et là, pour une fois, dans les Antoine vous fait découvrir, je vous parle vraiment d'un manga que j'ai pu tout lire. Donc j'ai lu du tome 1 à 4. Il y a en vente en ce moment les coffrets collector où vous pouvez avoir tous les mangas dedans. Donc là, c'est cool, je me suis permis de pouvoir lire toute la série, pour vous dire que vous pouvez clairement vous lancer sur cette série de 4 tomes. Il y a zéro souci. Le Shinji Mito a réussi à en fait vraiment maintenir son scénario de bout en bout sur les 4 tomes. Il n'y a ni trop ni pas assez. Vraiment, chaque tome apporte tout le temps ses questions et ses réponses, et vraiment avec une très bonne fin. Donc je vous conseille très fortement ce manga. Je peux pas en dire plus que ça, si ce n'est les dessins. Si les dessins, j'en ai pas parlé, mais les dessins sont incroyables. Pareil, je veux dire, pour quelqu'un qui vient de commencer, et je peux vous dire qu'il en a cravaché. Vous allez le voir dans la préface, pardon, la post-face de son tome 4, si vous achetez tous les mangas d'un coup. Il le dit à quel point il a galéré, le mec, il en a chié comme pas possible pour pouvoir faire son manga, parce que voilà, il s'attendait à quelque chose, et en fait il s'est rendu compte que c'est énormément de travail, surtout qu'il a été seul pour le faire. Il n'avait pas d'assistant pour s'occuper des backgrounds et tout, donc c'est un travail de fou, surtout quand on connaît comment marche l'industrie du manga au Japon. Donc voilà, je me suis peut-être attardé beaucoup dessus, mais je vous conseille très fortement. Ça a été un coup de cœur pour moi au niveau des mangas. Donc Alma, c'est du tout bon. Voilà, et maintenant on va passer du coup côté BD franco-belge. Alors cette BD, c'est celle que j'ai retenue par rapport à la semaine dernière. Parmi l'épisode que je voulais vous faire la semaine dernière, je voulais faire un peu un épisode espionnage, complot, tout ça. Donc il y avait en manga ID Invaded, que vous allez retrouver dans mon épisode un peu plus brut. Idem pour le comics, ça a été Velvet, parce qu'il y a eu l'édition intégrale qui est ressortie, donc je me suis permis de le lire, comme ça j'aurais pu vous le proposer. Je vais en parler, mais dans un épisode, l'épisode Raw. Et par contre, celui que j'avais vraiment envie de vous parler, parce que ça a été un coup de cœur aussi en termes de BD franco-belge, ça a été Le Piège américain. C'est une BD qui a été coécrite par Frédéric Pierucci, qui est un peu la victime de cette histoire vraie. Donc c'est un ancien cadre chez la société Alstom, qui est une grande société multinationale française sur le côté ferroviaire tout simplement, et qui s'était lancé un peu dans la partie énergétique, mais je vais revenir très rapidement dessus parce que c'est vraiment le but de l'histoire. Et il a du coup été coécrit avec le journaliste de chez Inter France, monsieur Mathieu Aron, qui a du coup fait toute l'enquête tout simplement, et qui a du coup discuté avec le fameux Frédéric Pierucci pour pouvoir rassembler toutes ces informations et vous proposer une BD, et existe aussi en roman de cette histoire. Voilà, pour du coup tout simplement diffuser cette histoire à la population en masse, car c'est une histoire vraiment incroyable que je vais vous raconter, enfin en tout cas que je vais essayer de vous donner envie de lire. Et vous allez voir que c'est une histoire folle et qui a malheureusement été très étouffée, ou en tout cas étouffée très rapidement dans les infos. Ça a apparu juste une journée, de ce que j'ai compris. Ils vous le disent à la fin de la BD comment ça s'est passé, après qu'ils ont tout dévoilé de toute façon aux médias. Et voilà, ça s'est passé très vite, ça a été très vite étouffé. Donc du coup, c'est la raison de pourquoi ils l'ont refait après en bande dessinée, en roman.
C'est pour vraiment essayer de toucher la population de masse, quoi, tout simplement. Donc, cette incroyable histoire de Frédéric Pierucci. Ah, et aussi, j'allais oublier le pauvre dessinateur. Décidément, je fais pas bien mon boulot. C'est honteux. Donc, du coup, le dessinateur Hervé Dufaux, qui est au dessin pour cette BD, Le Piège américain. Donc, Hervé Dufaux, il a fait 2 BD, de ce que je sais. C'est qu'il a fait Le Jardin de Rose, qui était un peu une BD aussi un peu sur la société en général, avec une femme retraitée de 60 ans, si je dis pas de bêtises, qui a plus de boulot et du coup n'arrive pas à se retrouver une place dans la société. Et du coup, elle part travailler dans un univers un peu plus rural, dans les champs. Et elles essayent un peu de se retrouver. Donc on garde un peu cette idée de la société, de ce que ça nous fait en tant qu'humains. Donc là, c'était logique, on va dire, d'avoir un dessinateur dans ce genre-là pour ce scénario-là. Il a fait aussi La Tour d'écrou, qui est normalement un roman d'Erin James. Donc du coup, c'est un peu une sorte de réédition version BD, quoi. C'est une réécriture en version BD. Ça, par contre, je connais pas trop l'histoire. Donc je pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Mais voilà, Hervé Dufaux, du coup, au dessin pour Le Piège américain, pardon. Et c'est pas mal du tout, franchement. Après, c'est pas un dessin, je vais commencer directement par le dessin. C'est pas un dessin fou, parce que le dessin n'est pas là pour vous faire voyager, pour vous faire fantasmer. C'est vraiment un dessin qui est là pour le fond du scénario. C'est pour vous donner des images et une vision de ce qu'a pu subir Frédéric Pierucci tout au long de ces années d'incarcération, que je vais vous en parler. Enfin, voilà, c'est pas magnifique comme dessin. Par contre, il a quand même fait un effort au niveau de la couleur de la BD, parce qu'il y a un petit jeu de couleurs en fait que vous allez découvrir dans la BD, où en fait lorsque c'est le moment présent, il va utiliser une couleur, une sorte de gris un peu bleuté, je vais essayer de vous mettre des extraits ici. Ensuite, il va avoir un gris un peu plus vert, un peu plus verdâtre lorsqu'on va parler des moments qu'a passé Frédéric Pierucci en prison, et il va utiliser la couleur rouge lorsqu'on va parler un peu de corruption, ou en tout cas de problèmes liés à l'économie et surtout liés à Alstom en fait, tout simplement. Il a vraiment au moins fait un effort en plus qui n'était pas nécessaire, il n'était pas obligé de faire ça. Je pense pas que ça aurait changé vraiment grand chose à la BD, mais il a quand même pris un plaisir, je pense, et dans un sens... voilà, il s'est dit, tiens, j'ai une idée, je vais mettre en place, et c'est vraiment appréciable. Je trouve que c'est cool d'avoir quand même cherché, innover un peu dans une BD qui, de base, de par son scénario, n'avait pas besoin de ça, quoi, tout simplement. Donc, maintenant, on va se lancer directement à l'histoire de Le Piège américain. Donc on va suivre l'incroyable histoire de Frédéric Pierucci, mais aussi l'incroyable histoire d'Alstom en général. On va suivre Frédéric Pierucci, ancien cadre donc, de chez Alstom, qui était quand même... Quand je dis cadre, c'était vraiment, il pesait dans la société quand même, il avait des grandes responsabilités tout simplement, et surtout au côté secteur énergie. Alstom, qui de base est dans le secteur ferroviaire, s'est décidé de s'installer de manière directe et de manière un peu corrompue, on va dire, dans le secteur énergie. Dans le sens que corrompu, c'est qu'ils faisaient des pots de vin tout simplement à d'autres pays pour pouvoir installer leur centrale nucléaire tout simplement. Et c'était quelque chose en fait que l'État français laissait passer. Il le savait en fait que des multinationales françaises faisaient ce genre de choses, et il laissait passer parce que ça permettait en fait tout simplement de renflouer les caisses même pour l'État en elle-même. Donc ce fameux Frédéric Pierucci travaille là-dedans, il prend l'avion tout simplement pour aller aux États-Unis pour un rendez-vous certainement, quelque chose comme ça, et à peine que l'avion atterrit, qu'il est accueilli par le FBI, il leur dit voilà, les mains derrière le dos, on vous menotte. Vous êtes en état d'arrestation. Le pauvre Frédéric Pierucci, il comprend pas trop ce qui se passe. Il arrive à garder son sang-froid et il se dit ce sera peut-être une erreur. Et on le fait comprendre très rapidement. Alstom, vous travaillez chez Alstom. Alstom a fait de la corruption. On va vous utiliser contre eux. Et qui va être un peu le scapegoat, comme on dit en anglais, donc le bouc émissaire. Il va se retrouver très rapidement dans une situation où il va être incarcéré. Donc franchement, je vous dis vraiment le tout début de la BD. Je spoil vraiment pas tout. Mais voilà, il va être incarcéré, il voudra essayer de s'en sortir, mais il va se rendre compte que de toute façon, il est sur un territoire qui s'en fout de lui. Il se rend compte que même les gens qui sont censés l'aider, par exemple son avocat, etc., on se rend compte vite fait qu'ils vont être là, ils vont l'aider, mais c'est juste très rapidement, quoi. Ça restera quand même en faveur, on va dire, des États-Unis. Donc voilà, vous avez un peu le début de l'histoire et vous allez vous rendre compte que le calvaire du pauvre petit monsieur Frédéric Pierucci est pas prêt de se terminer tout au long de l'histoire. C'est une histoire qui est en plus bien découpée. Alors je sais pas si ça s'est passé exactement comme ça quand il a dû faire les interviews et tout, mais en tout cas ça a été bien romancé, et vraiment c'est une histoire qui m'a impressionné, dans le sens où je suis pas spécialement politique, je suis pas spécialement dans l'économie. Il n'empêche que ça m'a pas empêché d'aimer cette BD qui est vraiment incroyable et qui m'a énormément surpris. Et je me dis que franchement, parfois il nous arrive des petits trucs, des petits problèmes, on se dit putain, j'ai envie de me tirer une balle dans la tête. Bien sûr, c'est une façon de s'exprimer, mais voilà,
juste on se plaint et on se dit que parfois il y a des mecs, même si certes il a travaillé dans une maison, enfin une société qui était corrompue, il aurait pu s'en aller avant, c'est un peu de sa faute entre guillemets. Genre, ce qu'il a subi, c'est quand même fou, et je pense que n'importe qui aurait vécu ça serait pas loin de vraiment se tirer une balle dans la tête. Genre vraiment, je sais pas si c'était un homme qui était bon juste tout le temps, mais en tout cas ce qu'il a vécu, je le souhaite à personne, et je vous souhaite très fortement de le regarder la BD là parce qu'elle est vraiment impressionnante, et c'est fou à quel point ça a été étouffé, parce que je pense que normalement ça aurait dû être un truc très important. Donc voilà, je sais pas quoi dire plus si ce n'est que c'est voilà, encore une fois une très bonne BD, et je vous la conseille très fortement de la lire. Parce qu'elle est juste trop bien, elle est juste vraiment, c'est vraiment une très très bonne BD. Et voilà, donc on va passer du coup côté comics avec un comics des éditions Ankama, et notamment du label 619. Donc c'est le label un peu dédié aux comics en fait dans les éditions de Ankama, et on va parler aujourd'hui de Frank Lee, l'après Alcatraz. Donc c'est un comics qui a été écrit par Esteba et dessiné par Ludovic Chesnot. Donc c'est deux Français, Cocorico, mais après c'est un peu évident dans le sens où la maison d'édition Ankama est française. On la connaît surtout du coup en tant que développeur de jeux vidéo, notamment du MMORPG Dofus. Donc là, ils se sont aussi installés dans la maison d'édition, et on a du coup voilà, ce genre de comics et de BD franco-belges que les éditions Ankama sortent. Les mangas aussi d'ailleurs, j'allais les oublier, mais c'est eux aussi qui produisent du coup tout ce qui dit Radiant, donc un manga français très connu, c'est peut-être même le plus connu je pense en France. Donc du coup je vais vous parler un peu de l'auteur et du scénariste en même temps cette fois-ci, je vais pas trop les séparer. Pourquoi? Parce que de toute façon déjà c'est deux Français, et les deux ont travaillé plus ou moins sur les mêmes œuvres. Ils ont tous les deux travaillé à Ankama sous le label 619, et ils ont travaillé les scénarios des Doggy Bag. C'est en fait un recueil avec plein d'histoires différentes liées à l'horreur. Ça a d'abord été créé par Run, c'est surtout lui qui est le scénariste principal lors des différents tomes de Doggy Bags, mais parfois il alterne. Donc du coup il y a eu parfois Esteba et aussi Ludovic Chesnot sur les dessins notamment. Donc voilà, après avoir parlé très rapidement des auteurs et des dessinateurs, on va passer à l'histoire de Frank Lee, l'après Alcatraz. Et donc l'histoire de Frank Lee, l'après Alcatraz, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je pense que vous connaissez à peu près tous Frank Lee Maurice. C'est l'une des 5 personnes qui a réussi à s'échapper de la prison d'Alcatraz, qui était le plus renommé dans l'idée qu'on pouvait pas du tout s'en échapper. Il y en a quand même eu 5 qui ont réussi, dont 3 qu'on pense être toujours en vie, donc notamment Frank Lee Maurice accompagné de ses 2 collègues qui sont échappés en même temps que lui. On va le voir d'ailleurs dans ce comics, comment un peu ils se sont échappés, quelles étaient les techniques et tout, mais l'histoire est vraiment basée après ces événements, ou comment il aurait réussi du coup à mener sa vie normalement après cette évasion. Alors par contre là-dessus, sa vie d'après est complètement romancée et imaginée, ce ne sera pas une vraie biographie. Il marque voilà, la biographie romancée de Frank Lee Maurice, c'est pas vraiment vrai, c'est vrai dans l'idée qu'il s'est vraiment évadé, mais tout ce qui est après, ça a été complètement inventé pour ce comics. Donc on va suivre Frank Lee qui arrive à s'échapper, qui se sépare de ses 2 collègues pour essayer d'un peu de brouiller les pistes, parce qu'il le dit lui-même que voilà, si la police nous recherche, ils vont rechercher 3 personnes, donc autant se séparer. Vous êtes frères, donc allez-vous-en au Mexique, et moi je vais essayer de trouver un endroit. Il tente l'approche de rester proche de la prison d'Alcatraz, parce que tout le monde va se dire qu'il va vouloir s'enfuir le plus loin possible tout simplement de la prison, et non, du coup il décide de camper à Bolinas, un petit village qui existe vraiment, qui est juste à côté de la prison d'Alcatraz, et il va être recueilli par un couple tout simplement qui ont perdu en plus récemment leur jeune garçon. Donc un peu réticent, en tout cas le père lui a un côté un peu protecteur à ce moment-là, là où la femme de ce couple, donc la mère, est plutôt très réticente à cette idée de le recueillir à ce moment-là, mais ils vont quand même le faire, et il va se découvrir une vie normale, lui qui depuis ses 13 ans, ce fameux Frank Lee Maurice, a vécu dans les prisons et s'en est échappé, du coup il s'est échappé à 4 prisons avant de s'échapper de la prison d'Alcatraz. Donc on va suivre en fait un Frank Lee Maurice qui va découvrir une vie normale. Ce qui va être intéressant, ça va être son côté un peu mental, son côté psychique sur les événements qui vont arriver tout simplement, où il va être un peu parano, il va avoir un peu peur de se faire attraper, des trucs comme ça au tout début. Donc au fil du temps, il va commencer à s'habituer à cette nouvelle vie, et il va se passer des choses qui vont le changer tout simplement. Donc voilà, je ne veux pas vous dire plus que ça parce que sinon ce serait vraiment vous spoil, mais c'est vraiment un aspect super intéressant d'un personnage qui aurait toujours vécu enfermé et qui voilà, il se voit libre en quelque sorte, mais il y a quand même cette idée de je reste enfermé moi-même psychologiquement en fait. Je suis peut-être dans l'air libre, je suis dans un monde extrêmement ouvert,
mais par contre je suis coincé en moi-même. J'ai aimé en fait ce côté, j'aime moi de toute façon ces trucs là un peu psychologiques, un peu rétrospectifs sur soi-même et tout, et c'est beaucoup là-dessus. Il n'y a pas énormément d'action. Après c'est bien entrecoupé parce qu'il y a quand même, vous avez des petites scènes présentes on va dire, où bah voilà, c'est au moment où il s'est échappé, il est dans sa vie normale, et ensuite parfois on fait un peu des retours dans le passé quand il était dans la prison et quand il essayait de s'échapper, et les discussions qu'il avait avec ses autres compères, c'est ce qui lui manque aussi un peu d'ailleurs. Voilà, il y a vraiment une bonne on va dire gestion du scénario, et on s'ennuie jamais, on est vraiment à fond dedans. C'est comme regarder un film, ça se déroule tout seul tout simplement, et les dessins sont juste incroyables. Vous allez voir de toute façon des extraits. Non. Je kiffe le dessin et la colorisation de Ludovic Chesneau. Je trouve que le côté presque caricature en fait des visages, et je trouve que ça colle parfaitement à l'univers, ça colle parfaitement à cette ambiance et tout, surtout au niveau des réactions des personnages et tout, c'est vraiment, je trouve ça trop bien. Et la couleur est juste magnifique. Les moments en prison, en plus de toute façon il a un peu grisé la chose au niveau des couleurs pour faire du coup rappeler le passé et tout, mais il y a vraiment ce côté très coloré quand il est dans le village et tout. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies. La qualité du papier, c'est rare que je regarde ça, mais la qualité du papier des comics en Kama, des BD et tout en général, c'est vraiment bien. C'est genre vraiment, c'est limite du papier cartonné. Il y a vraiment ce côté premium dans la BD, je trouve, et ça rajoute encore plus de plaisir à la lecture en fait, tout simplement. Que dire de plus si ce n'est sauter dessus, parce que là encore une fois ça a été un coup de cœur côté comics. L'histoire est bonne, l'histoire se lit de manière ultra fluide et sans avoir de vraiment accrochage. À un moment on se dit là ça commence à ralentir un peu, c'est dommage. Il y a toujours quelque chose en plus qui vous donne envie de continuer l'aventure. Il y a du drama, il y a vraiment tout pour plaire. Encore une fois, n'hésitez pas à le lire, je vous conseille très fortement. Donc Frank Lee, l'après Alcatraz de Esteba. J'espère que je ne me suis pas trompé au tout début de la vidéo, je crois que j'ai dit Esteba, j'en suis désolé si je l'ai fait. Et de Ludovic Chesneau pour le dessin. Et donc on a fini l'épisode 2 des AFVD, des Antoine vous fait découvrir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si les BD vous intéressent, vous pourrez les retrouver dans nos magasins, donc à Saint-Pierre avec moi et Vincent à Pirates du Silence. Ensuite vous avez les magasins à Saint-Denis, donc le Repère de la Murène pour les BD franco-belges, ainsi que Des Bulles dans l'Océan pour les mangas comics. Et après on a aussi l'équipe de Saint-André qui vous attend aussi à Les Cornes du Rhinocéros. N'hésitez pas encore une fois à mettre un j'aime, partager, commenter. Je serais très heureux tout simplement de discuter avec vous sur les BD que je vous propose, parce que vous n'êtes pas obligé de les aimer d'ailleurs. Voilà, et on se retrouve aussi pour la prochaine petite vidéo hors série sur ma chaîne YouTube ou sur mon Facebook. Ce sera mis de toute façon en haut encore une fois, où je vais vous parler de plein de mangas, plein de BD, plein de comics différents que j'ai lus mais que je ne souhaite pas les mettre dans ce genre de vidéo là. Donc n'hésitez pas à aller les checker aussi, et on se retrouve peut-être pour la semaine prochaine. Ça dépend de vous, on verra.